Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la montagne alien. Se pourrait-il que ce rocher au Sri Lanka cause le plus grand bouleversement sur l'origine de l'homme? La montagne alien, comme elle a été surnommée, s'élève de la jungle humide du Sri Lanka, ressemblant presque à une immense piste d'atterrissage. Et selon une étude récente d'une grotte inquiétante sur la montagne, cette dernière pourrait abriter la plus ancienne trace des humains sur Terre. Les scientifiques pourraient avoir trouvé des preuves d'une activité humaine datant de 500 000 ans. Et normalement, à l'époque, l'homme moderne n'était pas vraiment censé exister. Le docteur Aravinda Somaratna est le PDG de l'unité de recherche en astrobiologie et sciences de la Terre d'Asie du Sud. Et leur objectif est de découvrir des preuves d'origine extraterrestre des premières formes de vie sur Terre. Et pour cela, il ne regarde pas le ciel, mais dans le sol. Son domaine de prédilection est la paléontologie, en cherchant notamment des preuves dans le passé néolithique de l'humanité. La recherche du docteur l'a conduit à la montagne alien, où lui et son équipe ont découvert des pétroglyphes associés au peuple néolithique. Sa découverte était tellement controversée que la communauté scientifique l'a pratiquement ignorée. Et la montagne alien est également appelée la roche circulaire de Danigala. Elle a gagné son surnom car c'est apparemment un point chaud très populaire pour les observations d'ovnis. Les locaux croient que des ovnis se rassemblent dans le ciel au-dessus de la montagne, presque comme s'ils y étaient attirés. Mais au-delà de cela, on a des preuves d'activité humaine ici depuis au moins 125 000 ans. Ça remonte à très très longtemps. Certains des premiers chasseurs du monde ont vécu dans cette partie du Sri Lanka. Il y a même eu des suggestions que les ancêtres des cultures Védas étaient au Sri Lanka il y a 500 000 ans. Le problème, c'est que l'être humain moderne n'est pas censé être apparu qu'il y a environ 300 000 ans. Ce qui pourrait encore une fois remettre à zéro notre compréhension de l'évolution humaine. Mais regardons ce qui a été trouvé par le docteur Aravinda sur la pente nord-ouest de la montagne alien. Les scientifiques ont découvert des gravures très anciennes, connues sous le nom de Bind Runes, une série de gravures étranges qui ressemblent à des runes vikings, mais qui représentent des humains, des animaux, des signes géométriques et des figures anthropomorphiques. Les chercheurs pensent qu'elles ont été faites par une société qui a disparu il y a des milliers d'années de cela. Les pétroglyphes, presque érodés, pourraient représenter des croyances religieuses qui ne seront jamais comprises par des gens modernes. Il pourrait même représenter un système de calcul astronomique utilisé par des observateurs d'étoiles préhistoriques. Ils ajoutent plutôt aux preuves croissantes que des humains étaient au Sri Lanka depuis des centaines de milliers d'années, défiant apparemment ce que la science nous dit sur l'évolution. Des preuves bien plus concrètes doivent être apportées, mais de plus en plus de scientifiques s'intéressent spécifiquement à ce lieu. Le retour des monolithes. L'un des plus grands mystères de l'année 2020, et il y en a eu beaucoup, vient juste de réapparaître. Les monolithes sont de retour, et vous savez exactement de quoi je parle. En novembre 2020, un mystérieux monolithe métallique a été découvert au fin fond du désert de Red Rock, dans l'Utah, et un autre est apparu à Atascadero, en Californie, et un autre dans le nord-est de la Roumanie. C'était au début de la pandémie. Les monolithes ont capté l'attention du monde à l'un des moments les plus étranges de l'histoire moderne. Et maintenant, ils sont de retour. En 2024, un monolithe métallique identique à celui trouvé dans l'Utah est apparu au hasard au Pays de Galles cette fois. A-t-il été placé là par les mêmes farceurs qui ont érigé le premier monolithe de l'Utah, ou sont-ils tous le produit de je ne sais quelle espèce extraterrestre comme l'avait suggéré Internet en 2020? Le monolithe au Pays de Galles mesure près de 3 mètres de haut. Il est argenté, brillant et ressemble à quelque chose que vous verriez dans un film de science-fiction. Il est également au milieu de nulle part, dans une colline boueuse où il faut aller exprès pour le trouver. Il ressemble à une sorte de lance brillante plantée dans le sol comme un pieu. Cela a dû demander énormément de travail pour mettre cette chose debout de façon stable. Mais qui en est responsable? Personne ne le sait, mais je peux au moins vous dire qui l'a trouvé. L'ouvrier du bâtiment, Craig Muir, faisait une randonnée lorsqu'il est tombé sur le monolithe. Craig fait cette randonnée tout le temps, donc le monolithe n'a pas pu être là très longtemps ou il l'aurait déjà vu. Et selon ce qu'il a dit, le monolithe ressemblait à quelque chose qu'un ovni aurait juste posé sur le sol. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucune empreinte de pas. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre que Craig ait parcouru les collines boueuses et sans route avec un monolithe immense et les planté là. En tout cas, c'est son avis. Et après que la découverte soit devenue publique, les réseaux sociaux ont paniqué. L'endroit isolé a rapidement été envahi par des touristes curieux.
Il n'a pas fallu longtemps avant que des gens essaient de détruire le monolithe. Ils l'ont quelque peu endommagé, mais n'étaient pas capables d'abattre ce solide morceau d'acier. Tout cela s'est passé en mars, un peu plus d'un mois maintenant, et personne n'est venu revendiquer la responsabilité du monolithe. Et si vous regardez cette vidéo plus tard et vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais personne n'a la moindre idée de ce qui se passe ici. Pensez-vous que l'on puisse voir plus de ces monolithes dans les mois à venir? Gardez les yeux ouverts. La disparition des Tartessos. La culture méditerranéenne la plus mystérieuse de l'histoire n'est pas vraiment celle que vous pensez. Non, ce ne sont pas les Étrusques et encore moins les Minoens. Il y a 2500 ans, une civilisation a disparu dans les airs. Mais qu'est-il arrivé à l'ancienne société des Tartessos? Certains les croient être les véritables Atlantes, tandis que d'autres ne sont pas si sûrs. Ce que l'on sait, c'est qu'au 9e siècle avant notre ère, un groupe mystérieux de personnes a formé une civilisation sur la péninsule ibérique. Les historiens pensent que c'était une sorte de groupe mixte de Grecs et de Phéniciens qui auraient fui leur patrie pour coloniser une région riche en ressources. Ils se sont centrés dans la vallée du Guadalquivir et ont commencé à s'étendre. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 sites à travers l'Espagne attribués aux Tartessos. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a environ un siècle, les experts ne savaient même pas si les Tartessos existaient vraiment. Les seules références à la société se trouvaient dans des textes gréco-romains anciens. Les archéologues n'avaient trouvé aucune preuve physique et ne savaient donc pas si Tartessos était le nom d'un royaume, d'une ville ou d'une montagne poussiéreuse. Mais maintenant, grâce aux découvertes archéologiques, les experts en savent plus. En 1978, ils ont découvert le site de Canchoroano, l'un des sites tartésiens les mieux préservés. Il y avait 3 pyramides massives ici, chacune orientée vers le lever du soleil. Les murs ont été construits vers la fin du 6e siècle avant notre ère, et les chercheurs ont depuis trouvé des fosses pleines d'ossements d'animaux. Des preuves qu'un temple a été incendié et des bijoux en or et des outils en fer jetés au hasard. Pendant 23 ans, Sébastien Celestino Pérez a été le directeur des fouilles à Canchoroano. Et même lui ne comprend pas la culture des Tartessos. Des fosses sacrificielles ont été trouvées où plus de 50 carcasses d'animaux ont été abattues. Les experts ne savent pas pourquoi et d'autres temples ont été découverts brûlés jusqu'au sol, apparemment volontairement. Et encore une fois, on n'a aucune raison du pourquoi. Et pendant 400 ans, cette civilisation a dominé le sud de la péninsule ibérique. Ils avaient clairement des croyances religieuses très complexes, impliquant le feu et les sacrifices, mais personne ne peut les comprendre. Les scientifiques ne peuvent pas comprendre ce qui est arrivé aux habitants eux-mêmes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils ont simplement disparu. Ils ont cessé de construire et ont disparu. Et aucune trace d'une attaque n'a jamais été trouvée. Alors, pourquoi sont-ils partis et où sont-ils allés? Pérez pense qu'ils ont pu subir un tremblement de terre ou même un tsunami. Toute la civilisation pourrait avoir été physiquement balayée de la péninsule, leur ville détruite comme des châteaux de sable à marée haute. Le trésor perdu de l'Esperanza. Un trésor de pirate est perdu depuis au moins 200 ans et personne n'est allé à sa recherche. Le navire Esperanza s'est échoué sur les récifs occidentaux de l'atoll Palmyra en 1816. Selon la légende, les survivants du navire ont laissé derrière eux un immense trésor d'or et d'argent. Et bien que le trésor n'ait jamais été trouvé par les chercheurs, il est censé être encore là, quelque part. Les scientifiques ne sont pas sûrs de son existence, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas vraiment partir à sa recherche. Le 1er janvier, l'Esperanza et son équipage de pirates ont quitté le port de Calayo au Pérou. Les Espagnols venaient de piller des trésors dans des temples et ils ont pris tout leur butin volé, ont rempli leur navire et ont pris la mer. Et le 5 janvier, l'Esperanza a été pris dans une tempête, le mât s'est brisé et au milieu du chaos, un assaillant inconnu est apparu et a attaqué le navire. C'est là que les récits commencent à devenir flous. On ne sait pas vraiment si c'est l'Esperanza qui a coulé ou si c'est le navire assaillant qui a sombré. Dans tous les cas, le trésor a été sauvé et tous ceux qui ont survécu au chaos ont pris la mer pour la Chine. Et après 43 jours en mer, les marins ont croisé la route d'une violente tempête et se sont écrasés sur des récifs au bord d'un atoll inexploré. Le navire coulait, mais l'équipage a réussi à naviguer sur 1 kilomètre jusqu'à une petite île où ils ont enterré le trésor. Il faudrait aussi mentionner qu'ils n'ont pas du tout atteint la Chine. Ils ont atterri à Palmyra le 16 juin. Et pendant les 120 jours suivants, les survivants ont lutté pour construire un nouveau navire. C'était en quelque sorte la saison la plus difficile de koh-Lanta.
Ah! Et lorsque le navire fut prêt, 80 personnes prirent la mer en emportant avec elles une petite quantité d'or chacune. Et sur l'île, il restait 10 survivants chargés de garder le trésor. Ils ont attendu 1 an, mais personne n'est jamais revenu pour eux. Il semblerait que les 80 personnes se soient perdues ou se soient noyées. Ou peut-être ont-elles fui avec le peu d'or qu'elles avaient emporté. Les 10 personnes restées à Palmyra étaient encore coincées sur une île déserte avec un trésor gigantesque enterré dans un trou sablonneux. Et elles devaient agir rapidement et en septembre 1817, 6 survivants sont partis sur un radeau très précaire pour trouver de l'aide. Et si vous vous demandez pourquoi tout le monde n'est pas parti, c'est parce qu'apparemment 4 personnes devaient rester sur l'île pour garder le trésor. Le trésor était trop gros et trop lourd pour être déplacé. Ils avaient besoin d'un vrai navire pour transporter leur butin jusqu'au continent. Les 6 personnes n'ont pas réussi. 4 d'entre elles auraient été supposément emportées par une tempête. Les 2 marins restants ont été récupérés par un baleinier américain. Et l'un d'eux est mort d'une maladie. Le seul survivant a été emmené à Mission City, qui est aujourd'hui San Francisco. Il a dit s'appeler James Hines, et malheureusement, James n'a pas survécu. Au départ, il a survécu au voyage, mais arrivé sur le continent, il a été trop malade pour survivre. Et juste avant de succomber, il aurait raconté ce qui s'était passé avec l'Esperanza. Et bien qu'il ait parlé des 4 hommes encore coincés sur l'île avec le trésor, personne ne s'est donné la peine d'aller les chercher. Ce n'est qu'en 1902 que l'histoire est devenue de notoriété publique. Les récits de l'Esperanza ont fait les gros titres des journaux locaux. Et bientôt, les chasseurs de trésors ont envahi Palmyra. Cependant, à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu du trésor de l'Esperanza. On ignore également si les 4 survivants restés à Palmyra ont réussi à quitter l'île. Les Égyptiens et le métal du ciel. Les anciens Égyptiens savaient transformer les météorites en objets d'une immense valeur. Inscrite en hiéroglyphes à l'intérieur d'une pyramide vieille de 4400 ans, on trouve la phrase suivante. Le roi Ounas saisit le ciel et fonce en fer. Cette ligne de texte semble prouver que les anciens Égyptiens comprenaient l'importance des météorites. Les artisans égyptiens faisaient fondre des pierres de l'espace pour en faire des objets très puissants. Le passage que je viens de lire provient des textes des pyramides. Ces textes sont composés d'anciens sorts, incantations et sortes de leçons. Le texte était écrit sur les murs des pyramides et des tombes à travers l'Égypte, comme justement à l'intérieur de la pyramide du roi Ounas à Saqqara. Saviez-vous que, par exemple, l'intérêt pour les météorites en Europe n'a commencé qu'avec la chute de la météorite d'Ensisheim en France en 1492? L'étude scientifique a véritablement commencé au début du 19e siècle avec un certain Ernest Chladni et son hypothèse sur l'origine extraterrestre des météorites. Et la chute de la météorite de l'Aigle en Normandie, en France, en 1803, a marqué le début des études approfondies sur les météorites et leur origine. Pourtant, les Égyptiens, Babyloniens et Grecs comprenaient la nature des météorites des milliers d'années plus tôt. Les Égyptiens avaient une affection très particulière pour les météorites et le fer qu'elles contenaient. Cela fait se demander combien les Égyptiens savaient sur le cosmos. Et pour mieux comprendre cette fascination, revenons à l'âge du fer un instant. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que l'âge du fer a commencé il y a environ 3300 ans avec l'empire hittite d'Anatolie. Les Hittites ont appris à extraire le fer métallique des minerais. Ils ont maîtrisé la chaleur, découvrant comment fondre le fer dans des forges brûlant au-dessus de 1260 degrés Celsius. Les Égyptiens n'ont maîtrisé cet art qu'il y a environ 2600 ans. Mais ce qui est étrange, c'est que même sans savoir comment traiter correctement le fer, ou plutôt le minerai, les Égyptiens possédaient déjà des objets en fer. Certains des plus anciens objets en fer ont été trouvés dans des sépultures à Gizeh. Ils datent d'environ 3300 ans dans la tombe de la reine Achayette. Les archéologues y ont découvert une amulette en fer vieille de 4000 ans. Et dans la tombe du roi Toutankhamon, un poignard de 3300 ans a été mis au jour, fabriqué en fer. Mais d'où venait donc tout ce fer si les Égyptiens ne pouvaient pas l'extraire du minerai? On en a déjà parlé, il venait justement des météorites. Les tests scientifiques ont prouvé que le poignard dans la tombe de Toutankhamon venait d'espace. D'ailleurs, voici une information très intéressante. Le mot égyptien pour fer est celui-ci, et il se traduit littéralement par fer du ciel. Il n'y a aucun doute que les Égyptiens comprenaient que les météorites venaient de l'espace, ou bien du ciel. Ils savaient que ces météorites contenaient un métal qui pourrait être transformé en objet
plus de 700 ans avant l'avènement de l'âge de fer en Égypte. Ce qui faisait d'ailleurs du fer un élément plus rare et plus cher que l'or lui-même. Donc techniquement, les Égyptiens fabriquaient déjà des objets en fer avant même d'être entrés dans l'âge du fer. Et la plus grande question est comment? Comment les Égyptiens comprenaient-ils comment utiliser et façonner le fer céleste? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La ville suspecte au milieu de l'océan. Le plus grand mystère archéologique de l'Océanie n'est pas l'île de Pâques et de très loin. Des ruines découvertes au milieu de l'océan Pacifique pourraient être les vestiges d'une civilisation légendaire. C'est même les vestiges qui se rapprochent le plus de l'Atlantide jamais découvert par l'homme. La ville perdue de Nanmadol, sur l'île micronésienne de Pompéi, est un mystère empilé sur un autre. Nanmadol est en effet une ville, ou plutôt c'était une ville dans les temps anciens. Il se trouve actuellement au sommet d'un lagon avec ses canaux, ses murs de pierre et ses immenses bâtiments brisés et en ruine. Les scientifiques datent les ruines du 1er siècle avant notre ère, bien que la ville puisse être bien plus ancienne. Mais qui au juste vivait au milieu de l'océan Pacifique à la même époque où les Romains conquéraient l'Angleterre? Regardez cette image de Google Earth. Elle montre ce qu'il reste de Nanmadol, qui manifestement n'est plus grand-chose vu du ciel. Vous pouvez voir comment la ville est envahie par la végétation. On dirait qu'une partie a été engloutie par la mer et le reste a été avalé par la verdure. Mais sur place, vous pouvez voir à quel point les ruines sont vraiment impressionnantes. Nanmadol est la seule ville ancienne construite directement sur un récif corallien. Mais qui l'a construite? Les archéologues les appellent les Sodlers, même si ce n'était peut-être pas le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes. Ils ont régné sur l'île pendant plus de 1000 ans, et si l'on en croit les légendes locales, leurs esprits hantent encore les ruines la nuit. L'archéologue Richard Engelhardt, ancien conseiller de l'UNESCO, a qualifié Nanmadol de l'un des sites les plus significatifs qui n'a pas encore été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il a été comparé à l'île de Pâques, car dans la région de l'Océanie, Nanmadol est le seul autre site archéologique majeur. L'île de Pâques reçoit environ 50 000 visiteurs par an, tandis que Nanmadol en voit moins de 1000. Et si vous avez toujours rêvé de voir un lieu ancien qui n'a pas été touché par les touristes, vous feriez mieux de vous trouver un bon bateau. L'histoire des Sodlers est extrêmement obscure. On pense qu'ils ont construit la majorité de Nanmadol après le XIIIe siècle, mais ils étaient arrivés sur l'île bien plus tôt. Et selon la légende, une paire de frères a découvert l'île au VIe siècle. Puis, ils auraient formé une nouvelle société axée sur le culte de la mer. Mais d'où venaient ces frères, ou les Sodlers en général, on l'ignore. Personne ne sait non plus depuis combien de temps les humains se trouvent sur l'île de Pompéi. Mais peut-être que la plus grande énigme est de savoir comment les gens ont pu construire cette ville. Nanmadol a nécessité plus de 680 000 tonnes de pierre, avec une population estimée à moins de 30 000 personnes. Cela aurait dû être un travail impossible. Ils n'avaient pas de poulies, pas de technologie et ils construisaient sur un lagon. Ils avaient de nombreux défis, mais ils devaient être très avancés technologiquement. Et des scientifiques ont découvert un texte égyptien vieux de 5000 ans qui contient un message secret qui était interdit au commun des mortels. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.